Bonjour à tous les pirates et bienvenue dans le monde de Baron Samedi, mon univers d'analyse. Cela fait un moment que je n'avais pas présenté une de mes sagas sur One Piece, et dans ce but, puisque l'arc Elbaf avance à grands pas et que j'approche de l'ultime théorie sur les rêves et la volonté du Di, j'avais pour envie de vous proposer une de mes premières analyses que j'avais faites plus jeune, remise dans le contexte actuel. Cette saga sera donc centrée sur la mythologie nordique, une des sources principales de la création de One Piece. Je vous parlerai de bien des choses, notamment de ce qui risque d'arriver à la fin du manga, le Ragnarok, la fin du monde, ainsi que la mort du grand serpent rouge de sang. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau voyage, les amis? Si oui, suivez le Baron Samedi. Bon visionnage à vous. Grand Line, dans les alentours des années 1400. Le monde est en émoi et vit dans la crainte depuis qu'un équipage pirate ravage tout sur son passage. À la tête de cette armée sanguinaire se tiennent deux hommes dont la réputation n'est plus à faire. Dory, le démon bleu, et Brogy, le démon rouge, deux géants en capacité hors normes qui disparaîtront de l'histoire pour ne réapparaître que 100 ans plus tard. On pourra alors se demander qu'est-ce qui a pu mettre fin à l'ascension de ces deux pirates à qui le monde semblait pourtant s'offrir. Serait-ce un autre démon ou bien quelque chose d'autre? Plus tard en l'an 1522, le très jeune équipage pirate d'un capitaine ambitieux portant la marque des Di vogue vers une île aux allures paradisiaques. Little Garden, île préhistorique sur la route des périls, aussi appelée Grand Line, semble presque attendre leur venue. Avec l'objectif de se nourrir, les chapeaux de paille poursuivis par leurs ennemis en arrivent à faire une des rencontres les plus étranges, un coup de la destinée qui marquera à jamais l'un d'entre eux. Sous les yeux de ces jeunes pirates se déroule un duel titanesque entre deux démons qui en font trembler la terre. Mais qui sont ces deux hommes et d'où viennent-ils? La réponse à cette question, nous la connaissons, mais c'est à ces deux hommes de nous conter leur histoire. Leurs noms sont Dory et Brogy. Entre les années 1400 et 1522, au moins plus d'un siècle a passé depuis la gloire de l'équipage légendaire des géants. Et ces deux guerriers ne cessent de se retrouver chaque jour pour s'affronter et désigner lequel d'entre eux est le plus fort. Une folie que beaucoup de Mugiwara ne parviennent pas à saisir, une folie qui n'appartient pas à leur culture, car il faut aller loin, bien loin dans Grand Line et dans le passé, pour ne serait-ce que la comprendre. Toute l'histoire des géants Dory et Brogy commence par une fable, celle des Vikings et des dieux auxquels ils sont liés, mais avant tout celle d'un jeune homme de Kumamoto au Japon, qui se prend de passion pour un dessin animé, Vic le Viking. C'est en partie Vic le Viking qui fera naître en Eiichiro Oda sa passion pour la mythologie nordique qui influencera grandement son œuvre. Et Elbaf, l'île représentant le mieux la Scandinavie, est bel et bien le berceau de l'histoire de One Piece. Alors que beaucoup se tournaient vers de nombreuses légendes de notre monde, peut-être que la vérité était beaucoup plus proche qu'on le pensait. Mais plongeons-nous dans les mythes vikings pour trouver les secrets qu'Oda nous a peut-être cachés. Parce que One Piece est une gigantesque fable qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme devenu roi, il serait fortement possible que le pays même d'Elbaf, qui signifie fable dans la langue de Shakespeare, nous raconte l'histoire cachée de ce monde, comme pour le nôtre. Et comme pour les croyances de nos vikings, sans doute que celles des vikings de One Piece ont tout autant d'importance. L'histoire des légendes nordiques débute avec la création de 9 mondes se reposant sur un arbre connu sous le nom d'Yggdrasil. Odin, père de tous les dieux et aidé de ses deux frères, parvient à renverser le géant originel dont le cadavre permettra la naissance de l'univers. Un géant dont je tairai volontairement le nom car sa lumière se doit d'être éteinte, du moins pour ce chapitre de l'histoire. Ainsi donc, peut-être que comme dans notre monde, les géants de One Piece, ces êtres dotés d'une longue espérance de vie, pourraient eux aussi appartenir à l'origine du monde. Car avant même les dieux, les géants existaient. Midgard, le royaume des hommes, ainsi qu'Asgard, le royaume des dieux, partageront leur existence avec Jotunheim, le royaume des géants de glace. Un thème qui semble bien leur être lié. Alors, aurions-nous trouvé une source de l'identité des premiers habitants de ce monde? Si nous étions historiens, nous pourrions placer les hypothèses et croire que les géants régnaient sur la terre de One Piece bien avant les hommes et surtout bien avant les nouveaux dieux. À l'instar du zoologiste et naturaliste Lamarck, dont la théorie de l'évolution s'opposera à celle de Darwin, la question de l'adaptation à l'environnement est au centre de l'analyse de notre monde de One Piece. Car en effet, tout dans ce monde nous démontre l'existence d'une civilisation gigantesque qui ne se limitait pas à une seule île, mais s'étendait sur un monde entier. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi tout dans l'œuvre de One Piece paraissait si démesuré? Pourquoi les hommes pouvaient grandir à une taille des plus déraisonnables sans aucune logique? En réalité, nous avions déjà les réponses dès les départs de l'histoire, et tout se confirmera par la suite.
De la gigantesque Red Line dont je révélerai le rôle par la suite, à cet étrange pont de Tequila Wolf, en passant par le Giant Jack, Zunesha, ainsi que l'étrange expérience de César sur la gigantification des enfants, la taille anormale des fourreaux rouges, ainsi que ce fameux chapeau de paille géant stocké dans un lieu gelé de Marijoa, qui semble faire référence à cet étrange monde gelé de notre monde, appelé Jotunheim. Tout nous laisse bien croire que les géants étaient à l'origine de quelque chose. Et comme Lamarck le pensait, ces derniers auraient évolué à travers les siècles pour s'adapter à leur environnement. Tout comme un dinosaure ailé d'une dizaine de mètres deviendrait oiseau, les géants auraient eux aussi changé, mais cela ne réduirait pas leur importance ou leur dangerosité. Car avec cette question des premiers habitants de la Terre, on serait en droit de se demander si les géants n'étaient pas non plus les premiers rois, bien avant les hommes, et surtout, bien avant les nouveaux dieux. Une récurrence que j'emploie pour vous rappeler l'importance de ces êtres qui semblent instaurer la peur au monde, au même titre que les samouraïs et les hommes poissons. Des êtres qui ont eux aussi été diabolisés, au point d'être nommés démons, même des siècles et des siècles après, sans raison apparente. Du moins, c'est ce que les écrits nous laissent penser. Mais plongeons-nous encore plus profondément dans l'histoire, et essayons de découvrir un autre secret de ce monde. On les appelle Jotun, des créatures qui ressemblent à des humains, d'une grande taille, dotés d'un pouvoir de destruction extraordinaire et capables de rivaliser avec les dieux, avec qui ils sont en guerre perpétuelle. Ils sont les fils du géant originel, dont encore une fois, j'effacerai volontairement le nom de l'histoire. Jotun, un nom de peuple si craint par les dieux qui les aurait enfermés à travers une muraille. Une histoire qui nous rappelle fortement celle des géants de notre manga, qui semblent avoir disparu dans le temps, mais dont l'aura semblait irradier à travers le monde, au point d'être perçus comme des démons. Dory, surnommé le démon bleu, et Brogy, surnommé le démon rouge, sont la confirmation de la dangerosité du peuple des géants, mais surtout d'un thème qu'Ichiro Oda chérissait au début du manga. Du surnom de Zoro à sa première apparition, à celui de Jin qui se révélera un démon au sourire énigmatique au moment de sa mort, ainsi que celui du diable Roger et de bien d'autres. Il y a bien un thème qui s'oriente autour des démons, du rêve et du sourire, ce que je nommerais volonté du dit. Et à l'heure d'Onigashima, où Oda nous disait déjà le funeste destin des Oni à travers Onigiri, l'attaque tueuse de démons de Zoro, on aurait alors une première image de cette guerre supposée entre les premiers habitants du monde qui se seront associés au dit et le gouvernement. Et cette preuve demeure justement dans le surnom de démon donné à Dory et Brogy, qui nous rapprocherait de leur véritable nature. Ainsi, ces cornes en décoration sur les casques de géants seraient une évocation à leurs ancêtres, des anciens géants, à qui appartenaient Oz et bien d'autres qui auraient pu être maltraités à travers le temps, ainsi qu'une ancienne race à qui pourrait appartenir un certain empereur qui semble vouloir sa revanche sur le monde. Des démons à qui les humains auraient pris la terre et qui, comme Lamarck le pensait, se seraient adaptés et auraient donné les hommes tels qu'on les connaît. Des démons qui feront leur grand retour pour la future guerre à venir, le Ragnarok. On l'appelle le Ragnarok. C'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Tous le craignent, mais personne n'y rééchappera. Il est écrit dans la pierre, à travers les runes, dont l'écriture vous rappellera sans doute quelque chose. On dit que la fin du monde arrivera par la chute du roi Loki, le dieu de la discorde et des intrigues. Loki, dont la mention sera faite par Big Mom, qui nourrit l'ambition de rallier Elbaf à sa conquête du monde. Il serait donc possible de penser à ce roi de Elbaf, qui nous semble encore inconnu. Cependant, dans ma jeunesse, j'avais été amené à imaginer une autre personne dans le rôle de Loki. Il existe dans le monde de One Piece une autre personne, un rêveur lui aussi, qui a tout des géants et de leur esprit chaotique, mais qui pourtant a été accueilli par les dieux. On le surnomme le démon céleste, le jeune maître, ou encore le Joker. Doflamingo rassemble en lui toutes les caractéristiques pour être le véritable Loki de One Piece, comme Eneru en est le Thor. Ce n'est donc pas un hasard si Oda lui a donné le rôle de Joker, qui est associé au trickster, la figure même de la farce, tout comme Loki dans la légende. Et comme pour le Loki de la légende, la chute du dragon céleste plongera le monde de One Piece dans le chaos qui gardait son équilibre grâce à lui. Et c'est son retour qui annoncera le Ragnarok, ce qui pouvait nous faire considérer à l'époque que Doflamingo pouvait être l'ennemi final de Luffy. Et vous verrez que Doflamingo aura une très grande importance dans cette fin du monde, ainsi que dans cette libération d'une bête mythique dont vous avez déjà entendu parler. L'an 1522. Après leur aventure sur Little Garden, les chapeaux de paille s'apprêtent à quitter cette île. Devant eux se dresse un roi des mers gigantesque, capable de dévorer les îles entières. Pourtant, les chapeaux de paille voguent sans peur vers le monstre.
Dory et Broggy, les démons rouges et bleus, lui ont promis de lui ouvrir la voie. Malgré leurs lames émoussées, les dés géants ne tremblent pas, la bête n'est rien pour eux. Car pour les géants, seul le grand serpent rouge de sang peut résister à leurs attaques et à cette fabuleuse lance des géants d'Elbaf. Mais en se replongeant dans l'œuvre, on remarque que l'auteur met la moitié du chapitre à nous présenter uniquement cette page dans le but qu'elle nous reste en mémoire. La question à se poser est donc qu'est-ce que ce serpent rouge de sang et cette fabuleuse lance? Le serpent dans l'œuvre de One Piece a une grande symbolique sur laquelle Oda insiste. À travers lui, on voit aussi l'importance du reptile. La première allusion directe faite envers le serpent est celle d'Eneru face à Nala, contre qui il utilise le L-Thor. Or, dans la mythologie nordique, c'est bien contre le gigantesque serpent et fils de Loki que Thor aura son dernier combat. Une nouvelle allusion au Ragnarok à la fin des temps à venir. Plus loin dans l'œuvre, nous aurons une autre référence au serpent avec Hancock, mais il y a une autre allusion à laquelle on sera légèrement aveugle et qui semble frapper lorsque l'on se penche dessus. En poussant l'analyse, il existe bien d'autres serpents et reptiles dans le monde de One Piece qui pourraient nous faire penser au serpent rouge de sang. Sur une terre déserte de Grand Line, existe une famille qui règne sur le royaume d'Alabasta. Elle est dirigée par la famille Nefertari depuis presque l'aube des temps et garde un secret dangereux pour le monde. Une famille dont le roi n'est autre que Nefertari Cobra lui-même, un cobra qui entrera en guerre contre un crocodile. Encore une référence possible à ce serpent rouge de sang que les géants redoutent. Ainsi, nous pourrions comprendre pour quelle raison Vivi, la fille du serpent, peut-être même fille du serpent de sang, est en crainte par le maître de ce monde. Alors qui est ce serpent rouge de sang? La légende dit qu'il est le fils de Loki, et on comprendra plus tard que les fils de Loki ont tous leur pendant dans le manga, dont Fenrir qui aura un rôle important, mais ceci est pour un autre chapitre de cette histoire. Il serait donc logique de penser qu'il s'agisse d'un réel monstre, ou bien d'un homme que l'on verra à Elbaf. Toutefois, allons plus loin et quittons le monde du concret et entrons dans celui de l'abstrait. À travers les fables, ce que nous exploitons est l'art de la métaphore. Des mythes gréco-romains en passant par La Fontaine, les fables servent avant tout à faire passer un message à travers l'image. Elles changent en fonction des temps, des époques et des peuples, ainsi que des interprétations. À nous ensuite de savoir décrypter les messages à travers ces fables. Or, il existe une histoire dans One Piece qui est crainte par les grands de ce monde. Une fable aussi tragique que comique, qui nous parle de Dieu, d'armes divines et d'un trésor incroyable. Une fable qui réussit à émouvoir aux larmes, mais aussi à faire rire aux éclats. La fable d'un homme et d'un peuple qui a été conservé dans la pierre à travers une écriture étrange, presque magique. Cette écriture, bien avant celle de Labus et de son trésor, avait déjà été démontrée par les Scandinaves. On disait cette écriture proche de celle des dieux. Mais d'où vient cette écriture et cette histoire? Ce que l'on sait, c'est qu'elle aurait été gravée dans la pierre par un peuple de samouraïs qui en est actuellement les garants. Cependant, est-ce que nous savons qui les a racontés? Si je vous pose cette question, c'est parce que maintenant que nous avons statué que les géants étaient sans doute les premiers habitants et rois de ce monde, ne serait-ce pas logique de penser que comme dans notre monde, ils seraient aussi ceux qui auraient conté cette histoire et donné ces runes pour en faire des poneglyphes? Rappelez-vous ma précédente théorie sur les peuples dotés d'un rod poneglyphe. Et surtout, rappelons-nous des rois. S'il existait bien des rois, que j'imagine au nombre de 5, regroupant géants, minx, hommes-poissons, peuple de la lune et samouraïs, alors chacun devait avoir un rôle. Les géants auraient transmis leurs écritures, les Kozuki les auraient gravées, et le peuple de la lune aurait donné son histoire. Et chacun aurait pris un rod poneglyphe, ou bien des poneglyphes, transportés par les géants à travers le monde, dans l'attente du Ragnarok. Cette fable stockée dans la pierre perdure depuis 800 années, mais le sens a changé avec le temps. Tout comme les armes antiques ne sont pas réellement des armes, le serpent rouge de sang n'est pas un réel serpent mais quelque chose d'autre, qui n'est pas tapis dans l'ombre comme on pourrait le penser, mais bien à la vue de tous. Le monde entier de One Piece le voit, et tous les pirates rencontrent ces gigantesques serpents de sang réputés invincibles. Il est si gigantesque qu'il coupe le monde en deux. Vous l'aurez compris, le grand serpent rouge de sang n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la Red Line. Gigantesque et à l'allure d'un serpent, la Red Line, comme son nom l'indique, est rouge comme le sang. Et ce qui paraissait abstrait devient alors logique. La légende de Jogurmand, le fils serpent de Loki, vient alors confirmer mes dires. Jeté à la mer par Odin, Jogurmand le serpent grandit jusqu'à encercler le monde des hommes. Ceci évoquera d'ailleurs les montagnes faites pour empêcher les géants de pénétrer les royaumes. Or, c'est bien le serpent fils de Loki qui rejoindra les géants dans leur lutte finale contre les dieux, provoquant un déluge sans précédent. Un immense serpent, une fin du monde, un déluge, tout ceci correspond bel et bien à l'histoire à venir de One Piece. Red Line, le serpent rouge de sang, est donc amené à être détruite. La fin du monde approche bel et bien, et les Tenryubitu, dieux de ce monde, sont amenés à tomber. Géants, héritiers de l'ancien royaume, sont amenés à revenir. Et surtout, un déluge arrivera par Luffy, comme l'a prédit Shirley, d'où l'importance de Noah, l'arche faisant référence à Noé,
qui a sauvé l'espèce humaine du déluge. Tout nous avait été dit par Oda depuis le début de l'histoire, et c'est de cet immense serpent invincible que les géants ont sans doute tiré ce que l'on connaîtra plus tard comme les Road Poneglyphs. Ce serpent légendaire, les géants ne pourront l'abattre sans la venue d'un champion capable de manier l'incroyable lance d'Elbaf. Une lance légendaire qui percera la montagne. Si Redline est aussi indestructible qu'on le pense, alors cette lance légendaire a certainement un pouvoir de destruction inconsidéré. Nous savons que dans le monde de One Piece, il existe 3 armes antiques. Poséidon, capable de contrôler les forces de la mer, Pluton, sans doute lié à la Terre, et Uranus, qui a sans doute un lien avec le ciel. Avec tous les faits établis sur le serpent rouge, on en vient en toute logique à penser que cette lance légendaire est un pouvoir qui pourrait détruire la Terre. Or, au tout début du manga, il nous a été établi qu'il existait une arme antique dans One Piece capable de raser une île. Et cette arme, c'est Pluton. Pluton, arme convoitée par tous les grands de ce monde, pourrait bien représenter cette lance d'Elbaf que tous recherchent. Et parmi tous ces hommes à la recherche de ce pouvoir inconsidéré, il pourrait y en avoir un auquel personne n'a pensé. Un homme qui semble connaître tous les secrets de Redline, le véritable Loki. Oui, Doflamingo, fils de Tenryubito et garant des secrets de ce monde, a accompli plusieurs opérations à Redline. Ainsi donc, la petite référence dans son flashback où il attaquait Redline ne serait peut-être pas un hasard. Doflamingo, qui est lié à Loki, aurait attaqué Redline, qui est dans la légende le fils même de Loki. Qu'est-ce que Doflamingo a pu trouver à Redline qui pourrait renverser le monde? Rappelons que quelque temps après cette opération, Monet, la femme aux fruits de la neige, le rejoint dans son équipage, et que la glace semble anormalement présente à Redline. Comme je vous l'ai dit, le retour de Doflamingo qui voulait obtenir l'immortalité pour manier un certain pouvoir doit nous dire qu'il a approché quelque chose. Alors est-ce que Redline cacherait une arme dangereuse? Il est fortement possible que ce soit le cas. Et Doflamingo aurait pu l'approcher. Ce qui pourrait nous faire nous dire cela est ce que beaucoup ont remarqué dans le logo de One Piece. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos de Renoa ainsi que de 2BZ Productions que je vous mettrai en fiche et qui nous parlent de ce logo de One Piece. Comme vous pourrez le voir, le logo de One Piece nous rappelle fortement Grand Line et Luffy représente la Red Line. Or, comme beaucoup de personnes sur le forum et YouTube l'ont remarqué, il semble bien que ce Luffy ne soit pas un Luffy, mais les 3 armes antiques. Poséidon se trouverait en dessous de Redline, Pluton se retrouverait dans Redline, et Uranus, que l'on assimile à une planète et à ce chapeau de paille, serait au-dessus de Redline. Ces personnes dotées d'un œil expert auraient remarqué tout ceci avant même que le chapeau de paille géant énigmatique ne soit découvert à Marijoa. Ainsi donc, nous pourrions avoir trouvé un emplacement possible à Pluton. Cependant, avec cette histoire de mythologie nordique, on pourrait se demander si elle n'est pas ailleurs. Dory et Broggy nous auraient peut-être donné la réponse. La lance légendaire est celle d'Elbaf. Il serait donc normal de penser qu'elle est sur l'île du peuple des géants, et surtout qu'elle serait en possession de Loki, le roi de ces géants. Peut-être que le roi d'Elbaf sait comment la contrôler. Ceci pourrait nous expliquer pour quelle raison Big Mom nourrissait l'ambition de s'associer au roi des géants, et pourquoi sa conquête lui semblait presque acquise. Loki aurait donc le pouvoir de détruire Redline. C'est une possibilité à prendre en compte. N'oublions pas que Dory et Broggy ne vantent pas les mérites de leur peuple. Ils ne mentionnent pas un champion parmi les géants. Ce qui nous laisse songer qu'un autre champion est attendu pour vaincre le serpent rouge de sang. C'est là qu'entre en scène celui dont tous parlaient dans leur vision. Ce champion qui aurait traversé 800 ans pour accomplir le retour de l'ancien royaume. Celui que Shirley a vu et qui est amené à détruire l'île des hommes poissons qui se tient justement sous Redline. Encore une fois, peut-être que comme Inuarashi et Nekomamushi, Dory et Broggy, eux aussi devenus rivaux avec le temps, gardaient une histoire dont ils ne se rendaient pas compte. Et parce que le Ragnarok arrive, tous les acteurs de cette fin du monde vont devoir se révéler, dont une personne qui est prête à tout pour que cela ne se produise pas. Une personne oubliée de l'histoire et que je m'apprête aujourd'hui à révéler. Cette personne est la toute première créature de ce monde, le géant originel et le dieu des dieux, celui par qui tout a commencé et celui par qui tout finira. Mais ceci, mes amis, n'est que le début d'une autre histoire.